Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive, decisive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Baba Diagne. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour le RMC Fighter Club qui va être dans la cage pour vous faire une preview complète de l'UFC 320 et surtout du main event et du co-main event. La revanche entre Magomed Ankalaev et Alex Pereira et l'exceptionnel Merab Dvalishvili qui va essayer de conserver sa ceinture contre Cory Sandhagen. Avec moi pour en parler, Anthony Sterpini. Salut Anto. Salut Baba, salut Yass. Salut les gars. Salut. Et Yacine Zaouine qui est avec moi aussi. Salut les gars. Écoutez, on va essayer de vous faire ça aux petits oignons. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a de la tension entre les deux. Donc, est-ce que ce sera une revanche? Est-ce que ce sera une répétition? Est-ce qu'Alex Pereira a perdu son mojo? On essaie d'y répondre dans le Fighter Club. Et c'est maintenant. Alors déjà les gars, on va revenir tout simplement sur le premier combat entre Magomed Ankalaev et Alex Pereira. Alex Pereira, Poatan, était champion de la catégorie light heavyweight des moins de 93 kg, mais il s'est fait détrôner par le combattant qu'on pensait, en tout cas que le public pensait qu'il avait une grosse chance de le détrôner. Le truc, c'est qu'il n'a pas du tout détrôné comme on s'y attendait, Anthony. Comment ça s'est passé ? On s'attendait à un Alex Pereira dominant, comme il le faisait à chaque fois, un Alex Pereira qui en impose. Et c'est pas du tout ce qu'on a vu. Là, ce qui en ressort du combat, en tout cas de l'UFC 313, c'est il était où Alex Pereira ? Personne n'a reconnu le combattant qui était Alex Pereira. Alors on en discutera. Est-ce que c'est Alex Pereira qui n'était pas à son niveau ou est-ce que c'est Magomed Ankalaev qui a annihilé Alex Pereira ? Mais en tout cas, il y a cette interrogation-là. Ce qui s'est passé, c'est une domination de Magomed qui gagne par décision. Et j'ai regardé le combat, Yass a regardé de nouveau le combat. Moi aussi. Il y a matière, toi aussi, bien sûr. Il y a matière à dire. Il a gagné par décision. Je pense que le bon gagnant a été désigné, mais c'était pas si dominant que ça. Il y a quand même quelques parties du combat à revoir. Et là où nous a plus impressionné Magomed Ankalaev, c'est qu'il a battu Alex Pereira en striking, chose qu'on ne pensait pas capable de Magomed Ankalaev. Clairement, il a striké l'immense majorité du combat. Victoire par décision unanime des juges, 49-46 pour un juge, 48-47 deux fois pour les deux autres juges. Moi, ça ressemble à peu près à la carte que j'avais, 48-47. Maintenant, la couleur du combat, c'est qu'Ankalaev l'a gagné. On peut dire qu'il n'y a qu'un round d'écart ou pas. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, j'avais l'impression à froid, à chaud, quand tu veux, tiède, que Ankalaev avait dominé ce combat-là et qu'il était le plus impactant des deux combattants. Pour refaire un petit peu le film, c'est que Ankalaev a pris confiance petit à petit, il a commencé à avancer sur Poatan, il a fini par toucher, même durement en anglaise, par deux fois, il réussit à le déstabiliser vraiment. En face, on a un Pereira qui a jamais réussi à trouver sa distance, qui travaillait beaucoup avec des calf kicks qui n'avaient pas spécialement d'effet, qui fonctionnaient pas. Donc, quand tu regardes les stats, et c'est pour ça que j'aime pas les stats, t'as l'impression qu'il a envoyé beaucoup plus de coups, qu'il a touché beaucoup plus, mais c'est pas des coups significatifs. Alors que Ankalaev, il a réussi à faire plus d'impact. Donc, c'est la question la seule question qui se pose, et c'est la question que Kanto vient d'évoquer. Est-ce que c'était une masterclass d'Ankalaev ou est-ce que c'était une disasterclass d'Alex Pereira ? Alors tout le crédit est à mettre, ou plutôt n'est pas à retirer du coup à Magomed Ankalaev. Disasterclass de Pereira, je sais pas. Anto, toi tu disais on s'attendait, la plupart des gens s'attendaient, parce que en ce qui me concerne, moi je voyais Ankalaev s'imposer avant le combat. Je sais pas vous. Et comme ça ? Peut-être pas en striking, non. Je pensais qu'il allait beaucoup plus mixer. Ok. Toutefois. Là où je suis moyennement d'accord, c'est que les gens s'attendaient à voir Pereira gagner en majorité, mais à voir dominer. Moi, c'est le mot dominer qui me dérange. Parce que Alex Pereira, finalement, on regarde son run, on ne va rien lui retirer, évidemment. Il a enchaîné les combats, il a eu le mérite de sauver des cartes, il a eu le mérite de rester actif et surtout de mettre des KO. Par contre, que ce soit contre le premier combat contre Jiri, que ce soit le combat contre Khalil Rountree, que ce soit contre Blachowicz, c'est pas des combats qui dominent. Non. Alors il y a le crochet gauche qui est arrivé à un moment donné, tu vois, et c'est ce qu'on se disait contre Ankalaev. Quand on voit la physionomie du combat, on arrive dans le 4e, dans le 5e, on se dit peut-être que le fameux crochet gauche va être létal à un moment et que s'il touche une fois, ça peut le sauver.
Mais c'est pas un gars qui a été dominant pour moi, en fait, Alex Pereira. C'est un gars qui a enchaîné les victoires, c'est un gars qui a éteint ses adversaires, mais c'est pas un gars qui les a dominés dans l'absolu. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça renvoie à ma préférence profonde en termes de combat. C'est-à-dire que moi, si tu me demandes si je préfère regarder un KO ou si je préfère regarder une domination, quelqu'un qui impose sa supériorité technique et tactique à son adversaire, je préférerais toujours la deuxième option. Pour moi, c'est ça vraiment le combat. Tu vois ce que je veux dire ? Même si moi, je tourne avec quelqu'un demain, quand je suis en sparring, j'aime bien me dire, là, j'ai réussi à imposer quelque chose que je voulais faire, une domination technico-tactique. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais observé. Et moi, je pense que, dans cette question-là que j'ai posée, et après, je te donnerai la parole sur ça, Anto, moi, je donne tout le crédit à Ankalaev. Mais c'est quelque chose que je ferai tout le temps, en fait. Quasiment tout le temps, tu vois. Parce que, déjà, premièrement, la grande partie du combat et de la physionomie du combat, elle est due au fait de la menace de la lutte d'Ankalaev. Et on en parlait tout récemment. Vraiment, arriver dans un combat contre un striker de la trempe de Poatan où tu sais où sont tes lacunes, c'est-à-dire que c'est un domaine où Izzy Adesanya l'a dominé dans le premier combat. On l'oublie, mais round 3, round 4, Izzy lui fait boire le bouillon en lutte, en le luttant en fait. Donc cette menace-là, elle l'a vraiment handicapé. La deuxième chose, c'est que Poatan, je suis sa carrière depuis ses débuts en kickboxing. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé ce mec-là combattre en kick au Brésil, au WGP, alors que c'est encore un boxeur. Je crois pas qu'on soit beaucoup à avoir vu tous ses combats, notamment la trilogie qu'il a pu faire contre César Almeida au WGP. Une très bonne trilogie d'ailleurs, tout est sur YouTube, je vous invite à la regarder les combats. Ceci étant dit, c'est un combattant, Poatan, qui déteste reculer, qui n'a jamais aimé ça. C'est pour ça d'ailleurs que Adesanya, dans le deuxième combat, avance beaucoup plus. Parce qu'il le sait très bien. Il a toujours mis en difficulté quand il a avancé sur lui. Ankalaev le savait parfaitement. Il a avancé. Il lui a jamais laissé loisir de boxer à sa distance à lui. Maintenant, ce que tu dis est intéressant. Quand tu couples ça au fait que Poatan, non, ce n'est pas un champion. C'est un champion dominant en termes de défense de titre. Ouais, par le résultat. Par le résultat, Anto. Merci beaucoup. Par contre, c'est vrai que quand tu regardes la physionomie des combats, souvent tu te dis, en fin de compte, sur celui-là, ça aurait pu basculer, sur celui-ci, ça aurait pu faire. Attention, il se fait toucher pas mal de fois. Il a toujours eu un menton relativement, et je dis bien relativement fragile. Il y a pas mal de fois, il a pris des knockdowns, il a pris des KO, il a presque abandonné dans certains combats en kickboxing. Je vous renvoie à un autre combat pour avoir une autre référence. Regardez le combat contre Arthur Kishenko, par exemple, en kickboxing. Vous verrez qu'un bully, il peut lui faire beaucoup de mal. Et Ankalaev, il avait pris cette approche un petit peu du bully. Par contre, là où c'est intéressant, Anto, c'est qu'il n'a même pas eu besoin réellement de lutter. Mais est-ce qu'il a réellement essayé ? Il y a 12 tentatives de takedown répertoriées. Quand je revois le combat, moi, j'ai pas l'impression que ce soit des tentatives, tu vois. Il n'y a pas 12 tentatives de takedown, en tout cas. Là, il y a plusieurs choses qu'il a bien fait, Magomed Ankalaev. La première chose, le hand fighting. C'est toujours gérer la main avant de Alex Pereira, et je n'ai pas vu. Peut-être il a commencé à trouver la solution vers le troisième round, Alex Pereira. Mais le premier, c'est le seul que Alex Pereira. Le seul. Alex Pereira prend le premier. Et ensuite, Magomed Ankalaev gère très bien le hand-fighting. La main avant de Pereira, il a du mal en fait à gérer la distance. Et c'est là que, en striking, Pereira perdait de la précision. Ouais. Là où il l'a mis en difficulté dans un deuxième temps, Magomed Ankalaev, c'est qu'il a commencé à shifter. Il a fait vraiment un combat de striking, mais de MMA. Ouais. Il n'est pas habitué à ça, Alex Pereira. Toute sa carrière en Glory, très bien. Affronter un combattant technique, ok. Mais en shiftant, en envoyant des crochets très larges, en allant chercher la distance avec Alex Pereira, ça a perturbé Alex. Et en plus de ça, avant le combat, il y avait la menace de la lutte. Pendant le combat, il y a eu la menace de la lutte, et pourtant, il ne l'a pas vraiment utilisé. Le Fight IQ, c'est le troisième point de ce combat-là, c'est que dans le quatrième round, oui, il a lutté, mais il l'a contrôler plus que tentative de takedown, d'emmener au sol, de contrôler au sol, tentative de finition. Et c'est là où on voit un Magomed Ankalaev. Tu parlais de domination tout à l'heure de Alex Pereira qui dominait pas vraiment, je suis d'accord aussi, le mot dominer était mal utilisé. Magomed Ankalaev, dans ce quatrième round, il a montré qu'il savait gérer les combats, il savait dominer les rounds, il savait aussi les scorer, parce qu'il savait qu'en fait, ce quatrième round-là, fallait le prendre absolument, sinon le combat était potentiellement perdu. Donc il y avait beaucoup de points quand même où, pour revenir à la masterclass du coup d'Ankalaev, qui montre que le combat a été très très bien travaillé de son côté. Mais super chiant.
Alors, et super chiant, peut-être pas parce que Je porte la voix des fans. Yacine. je le répète, peut-être que les gens vont penser que je m'en vante, j'étais en bord de cage. Donc, Non, mais c'est important. ça rend le combat moins chiant parce que t'as l'adrénaline, parce que T'as l'impact des coups. t'as senti toute la tension, t'as l'impact des coups. En fait, tout a été parfaitement géré. Tout à l'heure, je sais pas pourquoi je l'ai pas souligné en fait directement quand tu m'as posé la question, mais oui, en fait, c'était une masterclass de Alex Pereira, il met la pression. Comme tu le disais, il déteste reculer. Il a pris le centre de la cage peut-être pendant les 60 premières secondes. Oui. Et ensuite, Magomed Ankalaev a commencé à enclencher la marche avant. Il a fait un travail de cadrage. Alors certes, moi je donne le premier round du coup aussi à Poatan parce qu'il score beaucoup de calf kicks. Et d'ailleurs, ça m'a fait peur parce que on connaît justement le caractère étrange des calf kicks de Poatan où tu as l'impression qu'il frappe tout doucement, limite qu'il touche, qu'il cherche juste à envoyer un message. Mais apparemment, ça fait vraiment très très mal. Et quand on voyait que Magomed Ankalaev justement n'en checkait aucun, on commençait à se dire premier round, deuxième round, il y a un moment où tu le vois tu vois sur des mouvements, il commence à changer de stance. Il y a une ou deux fois où il passe en droitier et c'est un signal où tu te dis je crois qu'il est touché. Ouais. Finalement, il poursuit la marche avant et en fait c'est le premier pion qu'il a placé justement la prise du centre de la cage pour dominer Pereira. Après ça, tout était juste en vrai. Tout était juste. On a vu un combattant, pour moi, par rapport aux précédents adversaires de Pereira, qui est venu pour gagner un fight et devenir champion, alors que d'autres avant étaient plus venus pour moi pour le prestige de faire tomber Pereira, tu vois. Ok. En fait, tout était juste chez Ankalaev. On avait la distance qui était parfaitement gérée. Il y avait ce travail d'action-réaction où en fait, il ne laissait pas une brèche à Poatan pour s'installer. C'est-à-dire que chaque moment où Pereira touchait, où il trouvait sa distance, où il aurait pu le laisser s'installer, il ne l'a pas fait. Et je pense que ça a perturbé Alex. Comme je disais, ce travail d'action-réaction où, quoi qu'il arrive, il fallait contrer. Même s'il prenait un low kick ou un middle, il allait renvoyer un bras arrière direct. Tout de suite, ouais. Il y avait ce travail aussi où il se désaxait énormément. Ça, je vous invite à regarder. De toute façon, vous avez revisionné le combat. C'est du travail, tu vois, qui a été mis en place, je pense, dans le camp de Magomed Ankalaev et qui a été répété au point que c'est des petits détails où tu vois que parfois Magomed il envoie son bras arrière et tu le vois désaxer. C'est des choses qu'il faisait pas forcément avant, mais il sait que là, une petite erreur comme ça, tu peux le payer très très cher. Ouais, c'est ça. Et le travail de lutte, pour moi, c'était pas vraiment un travail de lutte, c'était plus un travail de sape qu'autre chose, qu'il a d'ailleurs aussi très très bien géré. Dans le cash control, c'était d'ailleurs un moment où Marc Godard les sépare alors que pourtant il y a de l'activité. Donc est-ce qu'il y a un privilège mais cette question-là elle est intéressante parce que les avis divergent là-dessus. Les avis, c'est bien, c'est important que tu mettes ce point-là sur la table parce qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a l'école de, en fait, c'est du prize fighting, c'est un show, et du coup, l'arbitre, c'est bien qu'il sépare, parce qu'à un moment, on veut voir autre chose que du catch fighting pendant 2 minutes 48, où il se passe pas grand-chose, et on a cette promesse-là, en fait, à respecter au public, et puis on a le côté sportif, où on se dit, le gars qui se fait contrôler contre la cage, c'est à lui de trouver les solutions pour sortir de ce clinch et récupérer de la distance. C'est quoi votre avis tranché sur la question ? Qu'il fallait laisser le combat. La question, c'est purement côté sportif. C'est comme on peut rappeler le combat Chimaev du Plessis. 310 l'UFC 319. Quand Chimaev, les 4 premiers rounds, il est en crucifix et que Duplessis trouve pas la solution, il laisse. Sauf il dans le 5e le relève. Sauf dans le 5e. Parce qu'à un moment, il en a marre, mais ça, c'est abusé. Ouais. C'est dans le côté sportif, c'est il est dans cette position qui est dominante. Maintenant, trouve une solution, sors-toi de là. C'est pas à l'arbitre de les gars, là par contre, il se passe rien, allez, on se relève. Non, c'est une position de combat. C'est tout aussi. C'est pas tout aussi beau, pas tout aussi spectaculaire qu'un combat de striking, mais tu dois esquiver un coup de poing. Sors d'un crucifix ou sors d'un catch control. T'es du même avis ? Ça dépend de la physionomie du combat. Dans le cas de Khamzat Chimaev sur Duplessis, il y a un moment où en fait, Duplessis était impuissant. La répartition du poids et les contrôles de Khamzat Chimaev étaient parfaits.
et il pouvait vraiment pas bouger. Le seul truc qui était vraiment en ses capacités, c'était de mettre sa joue sur le côté comme ça et de la coller au torse de Khamzat et d'éviter de se prendre des coups. Donc là, forcément, il y avait plus trop de... En fait, tu sentais un Khamzat qui, de toute manière, pouvait pas faire de dégâts avec les poings ou avec les coudes, qui était en contrôle et qui attendait peut-être une opportunité pour passer à autre chose. Donc à ce moment-là, oui, je comprends, tu vois, le choix de l'arbitre à un moment de remonter et de séparer. Mais sauf que dans le cas de Magomed Ankalaev et Pereira, il y avait vraiment un combat debout, tu vois. Et au moment où ça sépare, je crois que c'est dans le 4e ou dans le 5e. Ouais, c'est dans le 4e. Et tu vois, alors déjà, premièrement, je suis pas sûr que dans une telle configuration, on donne l'opportunité à tous les combattants de se séparer, tu vois. Là, on sait qu'Alex Pereira est dominé. On le regarde, on sait que, tu vois, quand il est contrôlé, tu vois son visage. Il y a des expressions où tu sens que Magomed a brisé quelque chose chez lui. Et là où ça me dérange, c'est que ça peut faire partie potentiellement du game plan d'un combattant de le briser. Il y avait un travail de sape avec des genoux, avec du dirty boxing. Et potentiellement, l'arbitre annule le game plan d'un combattant. C'est dommage, hein. Ça vous fera pas le débat du jour pour ceux qui nous écoutent, mais moi j'ai eu ce débat avec pas mal de gens qui m'expliquaient que c'était bien qu'il les séparait parce que tu comprends, c'est du prize fighting et le public à un moment ça les fait chier de voir ça. Et c'est quelque chose que je peux entendre parce que le problème c'est que il faut tout embrasser avec l'UFC et souvent à bien des égards. Le côté chaud, ce que tu appelles ça comme tu veux, il prend le pas sur le côté sportif. Donc je peux pas venir et faire mon truc à la carte. Ceci étant dit, là on parle de l'essence même du combat. On parle de quelque chose qui est super important, surtout pour un combattant comme Ankalaev, qui là va pouvoir asseoir sa domination sur un combattant et le briser mentalement, comme tu le dis. Et briser mentalement, enfin la chose la plus importante pour combattre un puncher, c'est de le briser mentalement. Tant qu'il croit qu'il a une chance de te mettre KO, en fait, t'es un peu dans la merde, en fait. Du premier coup de gong au dernier coup de gong, malgré tout ce que tu vas faire, malgré un round entier à le contrôler, même si tu veux le dos au sol, ce que tu veux. Hein. Mais quand tu vas reprendre le combat debout, si tu l'as pas brisé mentalement, tu te dis putain, faut que je recommence, en fait. Et s'il me touche, comme tu l'as dit tout à l'heure, aussi, je suis pas parfait sur mes mouvements, sur mes décas. Je vais me prendre un KO, en fait. Donc, je pense que c'est quelque chose qui avait joué et c'est pour ça que en fait, j'ai pris la balle au bon parce que j'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais c'est bien que tu l'aies fait parce que ça permet en fait d'apporter de la nuance à ce qui s'est passé dans ce combat-là avec Ankalaev et Pereira. Parce que on va pas passer tout l'épisode à faire une review de ce combat-là, on l'avait déjà fait en plus à l'époque. Il se trouve qu'on a une revanche, il se trouve qu'on repart de zéro ou presque. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans cette revanche, c'est que Poatan, il a évidemment des chemins pour s'améliorer, pour faire mieux que sa première prestation. Et Ankalaev, de son côté, il n'a pas utilisé son élément tueur. Il n'a pas utilisé l'élément qui fait que il peut réellement, entre guillemets, dominer ce combat-là. Donc, on va commencer par celui qui a perdu. Qu'est-ce qu'Alex Pereira doit faire, Yacine, pour mieux aborder cette revanche ? Pour moi, plus de volume. Récupérer le centre un maximum et se mettre plutôt en position de chasseur plutôt que justement de chasser. On revient au volume, parce que, encore une fois, il a envoyé beaucoup plus de calf kick, de compagnie, de choses. Non mais c'est pour ça, précise ta pensée sur le volume. Alors oui, au volume. Déjà beaucoup plus de volume en points, tu vois. Beaucoup plus de... Merci. Avec les points, ouais. Merci, parce que je crois, Anto, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois qu'il a moins de 20 coups portés au visage. Ouais, de moins de 20 coups portés au visage. Mais aussi parce que il y a moins ce travail de jab. Ouais. Et donc il touche beaucoup moins avec ce jab, donc il y a moins de toucher à la tête. Donc là, toi, le chemin pour venir, là, enfin, je vais rendre le truc ultra basique. Il faut qu'il mette plus de coups dans la tronche. Oui. Clairement. Mais après, c'est quoi le premier chemin pour qu'il puisse mettre le plus de coups dans la tronche que la première fois ? Ne pas subir le end-fighting j'insiste encore vraiment parce que pour moi c'était vraiment la clé de ce combat-là, ne pas subir le end-fighting de Magomed Ankalaev parce que vraiment sur ce combat, j'ai eu vraiment l'impression, sur le premier combat, que j'ai vraiment eu l'impression que il a pas réussi à s'adapter à l'adaptation de Magomed Ankalaev. C'est vraiment, il comprenait pas ce que Magomed faisait. Ok, mais il restait toujours donc moins de travail de feinte, donc moins de jab, moins de feinte, moins de bras arrière, moins de possibilités de mettre son crochet et le travail en calf kick avec les shifts de Magomed Ankalaev, il l'avait tout de suite contré. Il doit
plus s'adapter durant le combat, chose qu'il n'a pas du tout pu faire dans le premier. J'irai plus loin que ça, les gars. J'irai plus loin que ça. C'est même pas qu'il doit s'adapter, c'est qu'il doit s'imposer. Poatan, c'est quelqu'un qui impose son style et qui impose son rythme. Il y a quelque chose de très intéressant. Il y a 2 gauchers sur cette table. 2 sur 3. Yacine et moi sommes gauchers. Quand tu vas boxer un droitier... Tu sais que je suis gaucher aussi. Hein. Oui, c'est vrai en plus. Toi, Ouais. gaucher, toi. Ah oui. On est 3 gauchers. trois gauchers. Oh là là. Ça arrive jamais, ça. Arthur Robert, je crois qu'il est droitier. C'est dommage pour lui. Voilà. La chose importante, tous les droitiers, quand ils viennent de boxer un gaucher, quand ils viennent nous boxer, c'est eux qui viennent donner cette main avant. C'est pas le gaucher qui va venir toucher la main avant. Moi, je le fais pas. Je dis toujours à mes élèves gauchers, ne viens pas jouer avec cette main, sauf si lui vient jouer avec. Ça sert à rien. Ta main avant, elle te sert à jabber, elle te sert à contrôler ton espace. Elle te sert pas à venir donner des informations supplémentaires à ton adversaire en venant toucher sa main comme ça. Les droitiers, quand ils font ça, c'est une réaction d'inconfort. J'arrive pas à trouver ma distance. Maintenant, il y a 2 réactions par rapport à ça. Et c'est là où tu vas pouvoir prendre un ancien combat de Pereira, ça va être Jamal Al-Hill, qui a fait la même chose. Il y a eu beaucoup de hand-fighting. La première minute et demie, ils sont là, en fait, essayer de trouver la distance. On va toucher la main pour voir. Poatan, ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de cadrer Jamal Al-Hill. C'est ce qu'il essaie de faire. Et ça lui prend bien 2 minutes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a la fameuse action qui est devenue légendaire. Laisse-moi tranquille pour le coup dans les parties, je viens enfin de trouver ma distance. Attends, je vais le mettre KO. Et il le met KO tout de suite derrière. Par contre, ça fonctionne pour un droitier comme Pereira, ça fonctionne quand tu avances sur ton gaucher. Quand tu avances sur lui, il y a un intérêt pour un droitier de venir toucher cette main-là parce que justement, tu vas exercer un contrôle physique et un contrôle mental même sur lui en disant « Je suis en train d'avancer, je vais venir sur toi, attends, regarde où t'es, ok, là je pourrais envoyer mon bras arrière. » Le gaucher, par définition, et c'est ce qu'il a très bien fait en Ankalaev, comme il a beaucoup plus l'habitude de combattre un droitier, il a plus l'habitude d'envoyer son bras arrière directement là, dans la boîte, devant lui, sur le droitier. C'est pour ça que c'est très important que tu parles de ce hand-fighting, parce que au-delà du fait de devoir contrôler son hand-fighting, laisse tomber le hand-fighting en fait. Si je suis le coach de Poatan, ne va pas lui donner d'informations supplémentaires en fait. Il va falloir que tu avances sur Ankalaev, ça c'est la première chose. 2, il va falloir que tu travailles derrière ton bras arrière. Parce que le bras avant, ça va être un peu plus compliqué. C'est toujours plus compliqué d'imposer ton jab face à un mec qui est dans la garde opposée à toi. Par contre, le bras arrière, il va passer. Et surtout, le bras arrière, pouvoir envoyer ton crochet du gauche par-dessus le bras avant d'Ankalaev, et qui est l'arme fatale, comme on le sait, de Poatan. Donc, tout ça pour cette ellipse technique, tout ça pour dire, en fait, Poatan, il va devoir vraiment s'imposer. Il va devoir imposer son style. La menace du takedown, elle sera toujours là. Mais ouais, mon coco, tu fais du MMA maintenant. T'as voulu faire du MMA, les mecs sont capables de lutter. Le risque est présent, mais si tu ne mets pas dans l'inconfort en Ankalaev, ça va faire le même combat que le premier. Bah, en fait, pour moi, déjà, ce combat, tu peux le diviser en plein de mini-combats, justement, que tu vas devoir gagner pour pouvoir avoir ta main levée à la fin ou peut-être espérer terminer ton adversaire en avançant sur lui. Je pense que ça passe aussi par un duel de positionnement et tu remarqueras que Ankalaev a toujours l'extérieur, tu vois, quand il avance. Ce que Alex Pereira faisait très bien contre Jamal Hill quand il le cadre. Quand on te laisse le faire, il n'y a pas de problème. Ankalaev a très bien mis ça en place. Le combat, on le répète, c'est 2 hommes qui arrivent chacun avec leur réalité et ça va être l'histoire de qui arrive à l'imposer à l'autre. Bah là, en l'occurrence, ils vont devoir tous les deux avancer parce que c'est une des clés pour Pereira. Ouais. Ankalaev, c'est aussi sa clé et il a su l'imposer lors du premier affrontement. Je pense que ça va passer par le clinch, moi aussi, un peu, tu vois. Ankalaev a été meilleur au premier combat, mais si les deux avancent, il y a bien un moment où la distance, ça va se réduire. Ankalaev, il en est arrivé à un stade où il prenait tellement confiance au fur et à mesure du combat qu'au bout d'un moment, il était complètement à l'aise à échanger dans la boîte. Il restait dans la boîte. C'est-à-dire qu'il ressortait. Il était à l'aise. Il restait dans la boîte. Et c'est un moment intéressant qui est même pivot du combat parce que les fois où Poatan a eu du succès, c'est quand il a avancé, Anthony. Oui, non, mais exactement. C'est pour ça que tu dis qu'il faut imposer et il y a aussi toujours, comme tu disais, cette menace il y a la menace de la lutte d'Ankalaev, mais la menace du punch d'Alex Pereira. Donc si tu avances, le clinch, oui, il peut être une énorme solution pour Alex Pereira. Et puis, il y a aussi cette imposer, je trouve, plus un travail de jambes. Tu disais que les calf kicks de Pereira fonctionnaient très bien dans le premier round. C'est nos confrères de Fight Minds qui disaient les calf kicks et les coups de Alex Pereira. Vous savez très bien quand il y a une opposition, il y a des micro-mouvements qu'amènent une esquive, qu'amènent une réaction de l'adversaire.
Et bah Alex Pereira, il envoie tellement bizarrement son crochet ou il envoie tellement bizarrement ses calf kicks que ces micro-mouvements, il n'y a pas de l'adversaire, ce qui fait qu'il est aussi précis et qui touche de plus en plus et qui a une grande précision. Je crois j'ai noté, il a 62% de précision en striking. C'est quelqu'un, c'est extrêmement compliqué quand il décide en tout cas de boxer sur ses qualités pour atteindre. C'est difficile d'échapper en fait à ce qu'il veut pouvoir te faire, surtout sur ses attaques de jambes. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, moi c'est quelqu'un que j'ai vu arriver en tant que boxeur en kickboxing. Il a appris à envoyer les jambes au fur et à mesure que sa carrière en kickboxing avançait. Donc contrairement à un mec comme moi qui a appris à envoyer les jambes à 13 ans en Muay Thai ou plein d'autres, où on fait cet appel, où on fait ce micro-mouvement parce qu'on veut taper plus fort des fois, c'est quelque chose que j'ai corrigé. Merci la Savate Boxe Française, je le dirai jamais assez. C'est une école exceptionnelle, la Savate Boxe Française. Coucou Alexis Barbosa, Nicolas. Mais vraiment, c'est important de pouvoir envoyer ces coups-là sans appel. C'est ce que lui, il est capable de faire. Et c'est pour ça qu'il a du succès, même contre un mec comme Israël Adesanya, qui n'arrivait pas à bloquer ses low kicks. Là où Izzy a été malin dans le deuxième combat, c'est qu'il était tout le temps en gaucher pour pouvoir envoyer son middle sur côté ouvert et donc forcément garder les bras de Pereira occupés. Izzy passait en droitier que quand il voulait frapper. Parce que Izzy, il a cette droite qui est très puissante. Il switchait quand il disait là je peux envoyer un 1-2 dans la boîte, ça peut marcher. Là il a un gaucher exclusif en face de lui, donc ça va être à lui de faire ce boulot là justement, de continuer à travailler avec ses jambes parce que ça fonctionne en réalité. Ces low kicks là ils vont fonctionner, ces calf kicks ils vont fonctionner, mais il faut y croire pour de vrai. C'est à dire que quand tu vas les envoyer, c'est que là il faut que tu dises les 4 que je vais lui envoyer, les 4 que je vais toucher, c'est pour qu'il puisse plus mettre de poids sur sa jambe avant. C'est pas les petits coups qu'il faisait pendant longtemps où je touche parce que j'essaie de trouver ma distance. Il le sait mieux que personne. Ta distance, tu vas la trouver avec le haut de ton corps, pas avec le bas de ton corps, sauf si tu vas travailler beaucoup avec des types. Mais là, on est sur un autre travail. Et c'est comme c'est un lutteur en face, tu vas évidemment pas envoyer des types parce que tu veux pas qu'il t'attrape les front kicks, pardon pour ceux qui nous écoutent. Tu veux pas qu'il t'attrape la jambe et qu'il t'emmène au sol derrière. Magomed, il s'en est bien servi par contre des types. Parce que lui, ce qui est chiant en MMA, quand t'es un striker et que tu combats un lutteur, c'est que le lutteur, il a le loisir de faire beaucoup de choses que toi, tu peux pas faire. Y compris envoyer ces front kicks-là qui ont très bien fonctionné, travailler derrière un jab alors que t'as un droitier en face de toi et compagnie. Parce que lui, à chaque fois qu'il va avancer vers toi, ton premier réflexe, c'est de dire, là, il va plonger, là. Il faut que je sois prêt à se prôler et il faut que Pereira, il élimine cette menace-là, et pour l'éliminer, il n'y a pas de choix. C'est le feu par le feu, ça veut dire avancer, ça veut dire impacter en KLF assez rapidement et essayer de lui faire mal. Un point que je voulais discuter pour terminer, parce qu'on a beaucoup parlé technique et c'est important, est-ce que vous pensez, parce qu'en vrai il faut en discuter et pas mal de gens le pensent, est-ce que vous pensez qu'à l'approche du premier combat, Alex Pereira, qui est devenu une superstar, là, peut-être la superstar de l'UFC, avec beaucoup d'engagement publicitaire, avec beaucoup de voyages, beaucoup de choses, et une vie privée qui le regarde. Certes, cela ne nous regarde pas, comme diraient nos amis des inconnus, mais il s'est passé pas mal de choses, et c'est lui qui les rend public. Est-ce que ça a joué dans son approche du premier combat, Yacine ? C'est un grand oui, j'attendais avec impatience que tu lances ce sujet. Ça a été souligné avant ce combat, et pour moi, c'est un enjeu qui n'a pas été corrigé justement en amont de cette revanche. Alex Pereira, j'ai l'impression qu'il passe jamais plus de 10 jours sur le même fuseau horaire. Donc t'es abonné à lui sur Instagram tous les 7-10 jours. Alors il y a Pignot qui le suit partout presque. Il est dans un avion, oui, il est toujours avec Pignot, bien sûr. Ouais. Donc après, je sais pas s'il s'entraîne pour autant tout le temps, tu vois. Ouais. C'était Daniel Cormier qui le soulignait au moment justement du premier combat. Il faut que tu t'enfermes au bout d'un moment, tu vois. Tu prépares le combat le plus important de ta carrière. Tu peux pas être, il le disait à l'époque, aller t'amuser avec Sean Strickland pour faire un corner, alors que déjà tu parles même pas la même langue que lui. En Australie, s'il te plaît. Alors que le combat à Las Vegas. Parce qu'il a fait ça quand même. Ouais, donc il bouge beaucoup. Et pour vous donner cet inside un peu de la Fight Week que j'avais fait sur place, Pereira, moi je m'étais posé la question, ça m'avait inquiété dès le mardi, mercredi. Nous on a le privilège en tant que média partenaire, en tant que média diffuseur, d'avoir les combattants que l'on veut de la carte en interview individuelle. Donc j'ai eu Alex Pereira, j'étais censé l'avoir à 14h30, il arrive à 18h. L'excuse c'était, désolé, son emploi du temps médiatique est un peu chargé.
J'étais censé l'avoir une petite dizaine de minutes. On m'a dit, ouais, va falloir que tu fasses très vite. C'était la pire interview de ma carrière. C'était hyper strict. Il y a des questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Et en vrai, j'avais presque pas envie de lui en vouloir à lui directement parce que ça se voyait qu'il était fatigué de ça. Ça se voyait qu'il en avait marre. Même ses enfants, il pouvait pas les voir. Il pouvait pas les voir de la Fight Week alors qu'il est hyper proche de ses deux fils. C'est trop demandé pour moi à un être humain. Alors je sais qu'il y en a à un moment qui comprennent que ça fait partie du jeu quand t'es une star, de te prêter justement aux médias, de te prêter aux questions, et comment dire, en fait de le faire correctement, que ça te plaise ou non. Mais là, c'est trop demandé pour moi, un athlète, de devoir se préparer en étant aux quatre coins du monde à chaque fois, de devoir gérer le poids, de devoir gérer aussi l'aspect psychologique et mental, tu vois, parce que les combattants, ils stressent avant de monter dans la cage, tu vois, à ce niveau-là. Pour la plupart, en tout cas. Tu vois, c'est ce que disait Thomas Spinal. Quand même, il disait, quand tu es dans l'arène et que tu es en train de te faire mettre les bandes, dans ta tête, tu te dis que dans cette même arène où la foule est en train de hurler et que tu sens les murs qui tremblent, il y a un autre gars qui se fait bander les mains et tu sais que vous allez rentrer dans une cage, vous allez vous rentrer dedans et qu'il y en a probablement un de vous deux qui va être séparé tu vois, qui va être mis inconscient. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit que mon rapport au combat, il était incroyable et que je retrouverai jamais rien qui ressemble parce que il y a toujours ce moment dans le vestiaire où tu te dis, il y a un mec là qui est dans une pièce à côté, qui s'est préparé un mois comme moi, dans le seul but de m'arracher la tête. Et c'est toujours quelque chose qui me faisait, quand je rentrais, et je le dis en toute franchise, qui me terrifiait. Ça me terrifiait pendant 20 secondes. Mais je me disais, voilà là. Le jour où j'ai pas été à l'entraînement, lui il a été, je pense, et à mon avis, tu vois, ça va faire la différence. Donc moi, c'est quelque chose que j'entends totalement. Anthony, le truc, c'est que il a choisi, mais en même temps, avait-il vraiment le choix ? Est-ce qu'avec l'UFC, tu as le choix ? C'est plus ça la question, et c'est bien d'avoir les insights que Yas peut nous donner. C'est que on imagine, oui, nous on le voit sur les réseaux sociaux. Alors pour le coup, je monte les interviews que Yas fait. Ouais. C'est vraiment la pire interview de sa carrière. J'en ai vu des interviews de Yas, mais celle-là, elle était terrible. Hein. Ouais. Et malheureusement, il est obligé, l'UFC l'oblige, et quelque part, il a voulu ce statut-là. C'est quand il arrive à l'UFC, il n'arrive pas à l'UFC pour dire je fais mon petit bonhomme de chemin, je suis champion, je deviens pas une superstar et je m'en vais. Il aura un traitement vraiment différent des autres. Hein, quoi qu'il arrive. Et ce que Topuria a aussi, ce que Makhachev a aussi, donc j'imagine même pas la Fight Week que va faire Makhachev à New York. Et encore, à la différence, Makhachev, il a ce délire de cocon. Il n'a jamais donné d'interview hors Fight Week. J'ai jamais vu. Il en fait presque sur jamais. Un plateau en fait. Mais et en règle générale, les Dagestanais, ils arrivent toujours à garder une espèce de bulle autour d'eux. Oui. Est-ce que tu penses que à l'approche de ce combat, moi, j'avoue que je regarde pas toutes les interviews, tout ça. J'y regarde quand ça m'intéresse réellement. J'ai vu qu'il avait fait un petit peu de contenu. Est-ce que tu penses qu'il a réussi à garder cette bulle-là autour de lui, ou est-ce qu'il a fait la même chose ? C'est une bulle un peu percée. Parce qu'il a fait quelques interviews. Il a quand même... Il est beaucoup filmé. Il est suivi par un caméraman. Ouais, il fait ses propres contenus. Ouais. J'ai pas vu de contenu avec Nina. Ouais. Alors que... il y en a eu. Hein. Il y en a eu ? Oui, il y en a eu. Ok. Moi, je suis passé à côté. Mais il y a eu beaucoup... Elle est venue au Brésil directement. Ah ok, c'est elle qui a fait le déplacement. Parce que vraiment, avant le combat contre Angalev, il avait spammé les contenus avec elle. Je dis pas que c'est elle le souci, je dis juste que Si, tu peux le dire. Ouais, il y a peut-être une possibilité. Elle a fait tellement de contenu avec lui que oui, il n'y a pas que elle en fait aussi. Il y a tellement de médias, il y a tout. Il y a tout autour de lui. Et c'est lui qui le décide. Tu peux dire non. Il y a combien de combattants nous ont déjà dit non, désolé les gars, moi je me prépare. Ouais, l'interview on l'a fait après le fight. On pourra faire après. Ok, on l'a fait après le fight. On les attend encore, ceci dit. Je peux te dire qu'il était déconcentré parce que tu as vu la tête qu'il avait à mon micro. Une demi-heure après, je l'ai croisé. Il faisait la fameuse interview avec Nina. Il avait un peu plus le sourire. Tu vois. Okay. Ouais. Bon, en même temps, Yas, désolé, t'as pas le même charme. T'as peut-être les mêmes cheveux presque, mais le charme. Autre chose qui est intéressante, qui est périphérique au combat, c'est qu'entre eux deux, c'est tendu. C'est tendu à mort. Ce qui s'est passé, c'est que Poatan, il a dit moi, je suis venu au Performance Institute pour m'entraîner. Ankalaev, il m'esquive. Il n'a pas voulu venir en même temps que moi. Ils ont attendu que je sorte. Son équipe est rentrée derrière moi. Il a peur de moi. Bon,
Si tu demandes l'avis de Baba sur le sujet, je trouve que c'est complètement puéril, mais bref. Ridicule. Derrière, Ankalaev, évidemment, a répondu sur Twitter. Son manager. Ankalaev a répondu sur Twitter. Ali Abdelaziz a pris son Twitter, a pris un de ses 87 téléphones et a répondu pour Ankalaev. Ceci étant, et le monde est trop petit et peut-être que l'UFC a réagi, le lendemain, ils se retrouvent tous les deux au Performance Institute en même temps et on se retrouve à une des scènes les plus gênantes qu'il m'a été donné de voir depuis que je suis l'UFC, c'est-à-dire qu'ils s'embrouillent par Google Trad interposé, et littéralement, j'espère que vous avez vu la vidéo, on a Ankalaev qui parle dans le téléphone de quelqu'un pour que ce soit traduit en brésilien à Poatan, qui répondait à lui, il est affalé sur un canapé pour dire non mais tu parlais mal en fait, c'est toi qui parlais mal, ah bah non c'est toi, et Ankalaev qui lui dit non mais de toute façon on va combattre, donc je vois pas pourquoi en fait on est en train de parler par traducteur interposé. La question que je vais avoir, moi je pense que la vérité c'est que Poatan, mentalement parlant, ça l'a un peu touché cette défaite. Ce qu'il fait là, c'est peut-être montrer un petit peu de fébrilité, je trouve. Et Ankalaev, moi, la vérité, c'est que je pense pas que ce soit lui qui fasse le trash talk. C'est Ali Abdelaziz qui le fait pour lui. Il l'a découvert dans une vidéo, tu le vois au moment où il est surpris de voir les tweets. Il se demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas la première fois qu'un combattant d'Ali Abdelaziz se retrouve à s'embrouiller avec un mec au Performance Institute pour des tweets que lui-même a tweetés. Ça commence à faire beaucoup en termes d'instigateurs. Voilà, dans la cour de récré, on n'aimait pas trop ça à Saint-Ouen à l'époque. Est-ce que c'est moi qui me trompe de me dire, ou est-ce que j'interprète trop sur le côté mental et le fait que Poatan il soit un petit peu fragilisé? Faut comparer les défaites qu'il a eues à l'UFC. Quand il perd contre Israël Adesanya, et la défaite est pour moi plus humiliante contre Adesanya que contre Ankalaev. Il se fait vraiment mettre KO par Adesanya, et la réaction qu'il a à la fin du combat, il y a une vidéo qui est sortie. Oui. C'est il est avec sa famille, ses fils, certains, il y en a un qui pleure, il dit mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Le nombre de mecs que j'ai mis dans cet état-là et on fêtait, on mangeait ensemble et tout, cette fois-ci, c'est de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est eux qui fêtent. Cette fois-ci, nous on est tristes, mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Ouais. Là, il y avait plus de son, plus d'images, et il y a cet aspect un peu plus agressif d'Alex Pereira qu'on n'avait pas vu sur les autres Fight Week, alors qu'il a affronté Sean Strickland, Adesanya qui avait bien chauffé avant le combat. C'est une grande rivalité. Oui, donc il y a potentiellement un affect qui l'a touché pour cette défaite. Qu'est-ce qui l'a touché? Parce qu'il y a des choses qui sont probablement de son fait en termes de préparation. Et il y a des choses qui sont du fait d'Ankalaev, on l'a dit, on a tous les trois décidé que c'était une masterclass d'Ankalaev, mais il y a des choses qu'il aurait dû mieux faire, qu'il n'a pas bien fait dans le combat. Donc qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve dans cet état-là ensuite? Qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve dans cet état-là? Alors pour moi, déjà premièrement, t'es jamais vraiment préparé à atteindre ce niveau de starification. Et c'était... alors au moment où il signe, je pense que, sans vouloir parler à votre place, il n'y en a aucun de nous trois qui signe pour dire que Pereira deviendrait une telle star aujourd'hui. Je ne crois jamais qu'il fera une bonne carrière en MMA. 37 ans, je crois. Moi, je le dis, je suis on record sur le Fighter Club, je dis, je pense pas qu'il fera une bonne carrière en MMA, ce mec. Je me suis complètement gouré. Donc il fait quelque chose d'énorme. Il monte comme personne ne l'aurait prédit. Au moment de la défaite contre Israël Adesanya, alors... Certes, ça a englobé quelque chose. C'est une des plus grosses rivalités, tu vois, de ces dernières années. C'est un des combats qui a été le mieux vendu à l'UFC. C'est une grosse histoire, gros travail de storytelling. Maintenant, c'est pas le même Pereira à l'époque. C'est vraiment pas le même Pereira en termes d'aura. C'est pas la même personne en fait. Pas du tout. Et je pense que t'as ce truc-là. En fait, peu importe le sport, tu vois. C'est comme au foot, tu vois. Quand un attaquant est sur une période de réussite, quand t'enchaînes les KO, et on le disait tout à l'heure, c'est pas un Pereira qui a été dominant dans l'intégralité de ses combats, tu vois. Je pense que si tu prends minute par minute, c'est pas dit, tu vois, qu'il ait dominé plus de la moitié des minutes qu'il a passé dans la cage. Donc, quand finalement, tu finis, quoi qu'il arrive, par déconnecter tes adversaires, tu dis qu'il n'y a rien qui peut t'arriver, tu vois. T'es professionnel, au bout d'un moment, t'arrives à tout gérer, t'as cette aura, il fait son entrée, etc. Tu fais tomber tout le monde. Mais là, t'as un gars qui arrive comme étant soi-disant un lutteur, bon, même si Ankalaev, il passe la majorité de son temps debout, tu vois, je sais pas pourquoi tout le monde l'étiquette comme ça. Il a mis que des KO, il a parce qu'il est né au Daghestan. Peut-être que ça mentir, le mec sur son Sherlock, il a zéro soumission. Ouais, c'est clair. C'est une vue de l'esprit, là. Tu pensais, en tout cas, je pense qu'il s'attendait vraiment pas à être dominé debout. Je pense qu'il s'attendait pas non plus à avoir un gars qui allait à ce point
vouloir rester debout et prendre confiance avec lui dans ce domaine. Ouais. Donc là, forcément, c'est tout autre chose. Il est très frustré. T'arrives pas en fait dans la même position dans le combat. Ouais. Il est complètement underdog hein, là au niveau des oui, il est complètement bookmakers. underdog. Mais aussi, il y a peut-être ce côté prémonitoire aussi où on disait que ouais, mais l'UFC ils veulent pas lui donner Magomed Ankalaev parce qu'en fait il va le battre. Donc c'est chiant quand même. Ouais. Et tu donc vois, tu bats 1, 2, 3 mecs. Bah vas-y, donnez-moi maintenant votre gars là qui va me battre et il te bat. Et le bat. Ouais. Et ouais, potentiellement, mentalement, ça peut faire plus mal. Donc, ah ouais, donc en fait ils m'ont protégé parce que ce mec-là, il m'a battu en fait. Ouais, et puis en plus, dans ton domaine à toi. Bah écoute, de toute façon, ce qui est fait est fait. On entre dans la Fight Week, donc en espérant que Poatan se soit bien préparé, que ce soit physiquement, mais surtout tactiquement, parce que tout le travail va être tactique. Ankalaev, vu ce qu'il a montré dans le premier combat, bah, ça veut dire qu'il a plus de manières de gagner ce combat-là que Poatan. C'est vraiment Poatan qui va devoir venir le chercher et essayer de le descendre, je pense. Hein. De toute façon, je pense que le chemin de victoire pour Poatan, il va être d'essayer de le descendre. Ankalaev, il pourra lutter ou pourra toujours jouer sur cette menace de la lutte pour pouvoir encore imposer des échanges en grappling. Messieurs, qui va gagner ce combat et comment? Magomed Ankalaev, TKO R4. Ouh, là c'est quelque chose de... Hein. On grave ça dans le marbre, monsieur Starkin. C'est l'inverse, ça ressort en 4K, c'est terrible. Mais... c'est le jeu des pronostics, ce que je dis toujours. Yacine. Magomed Ankalaev, décision ultra unanime, mais cette fois il va mixer pour moi. D'accord. Alex Pereira, KO premier round. Et on grave des pronostics dans le marbre, je grave mon pronostic dans le marbre. Excuse-moi, tant qu'à jouer, je joue la carte. Je vois Poatan rentrer, avancer sur lui et trouver quelque chose assez rapidement. Ok. Voilà. Est-ce qu'il faut que tu. Et il va se faire laver pendant 5 rounds. Est-ce qu'il faut conclure là ou je peux avoir une petite take un peu sur Alex Pereira? On finit sur ta take sur Alex Pereira et on passe au Common Event. Je t'écoute. En fait, pour moi, Alex Pereira, on m'a posé la question récemment, parce que voilà, la façon dont je parlais d'Alex Pereira et de son parcours, là vous m'avez entendu, on m'a dit, mais est-ce que tu penses qu'il est surcoté? Je me permettrai jamais de dire de quelqu'un qu'il est surcoté à partir du moment où il éteint les adversaires, où il défend autant son titre, où il est dire de autant Covington, actif. mais sinon oui. Ouais, c'est ça. Non, je pense que par contre, on a surcoté. Non, je pense qu'on a surcoté son adversité. Je pense qu'aujourd'hui, la KT des moins de 93 kilos, c'est le ventre mou de l'UFC. Et les gars, je peux mettre ma main à couper, s'il vous plaît. Les adversaires qu'on a posés comme étant des terreurs qu'Alex Pereira a éteint, que ce soit des Jamal Hill, s'il vous plaît, il a été champion. Glover Teixeira, tu vois, son coach, tu le regardes, t'as l'impression que ça fait 10 ans qu'il est retraité. Ouais. Il était champion il y a quoi? Il y a 3 ans, Glover Teixeira. Ouais. Hein. Contre Jamal Hill, il perd contre Jamal Hill qui est. Les gars, mais même s'il vous plaît. Ouais. Mais s'il vous plaît, même Jiri Prochaska, avec tout le respect que j'ai, tu prends le même profil, les mêmes traits, les mêmes skills, mais même mets-le en 84 kilos, je te promets qu'il tape pas le top 5. Oui, bah, je suis sûr qu'il tape pas le top 5. Il peut faire 84 kilos déjà ce truc-là. Oui, en plus il peut. Non, mais ce que tu dis, pour moi, c'est pas une hot tech du tout. Hein. Non, j'ai pas dit que c'était une hot tech, c'était juste une tech. En fait, c'est la catégorie des 93 kilos. Pour moi, juste, je suis désolé, mais on dort un petit peu aujourd'hui. C'est une catégorie qui a besoin de renouveau. On l'a vu ce week-end avec Hulberg, voilà, alors Hulberg, il est fort. Hein. Il a explosé Dominique Reyes et il se retrouve en très bonne position pour prendre le vainqueur. Il se retrouve en très bonne position, tu vois, c'est avec tout le respect. Tu vois, son discours à la fin, oui, j'ai parlé à Hunter Campbell, je vais me débrouiller pour aller à Vegas pour assister au combat. Personne ne t'attend, tu vois. Il veut être backup, laisse-le faire. Oui, mais il veut être backup, mais sur la même carte, tu vois, t'as un autre combat qui est une demi-finale. Ouais, en fait, si je veux voir d'excellents kickboxers sans storytelling, parce que c'est aussi pour ça qu'on est attaché à l'UFC, c'est des histoires. Si je veux voir d'excellents kickboxers sans tout ce storytelling, bah, je suis désolé, je regarde le One en fait. Tous les vendredis à partir de 14h30 sur AMC Sport 1 sur YouTube. Merci beaucoup. En fait, je voulais juste faire ta pub. Je voulais juste faire ta pub. J'aime bien. Non, je suis d'accord, je suis plutôt d'accord. La catégorie, c'est un peu compliqué, surtout que derrière, tu mets Roundtree contre Prochaska sur la même carte. Ça veut dire que tu as une idée de prendre que ce vainqueur-là prenne le vainqueur du combat pour le titre. Donc on tourne en rond, on va faire ça pendant 117 ans encore. Et c'est peut-être un peu relou, donc je suis plutôt d'accord. Écoute, moi je suis OK pour conclure sur ça, Anto, si t'es d'accord aussi. Bah, très bien, on peut passer au co-main, non? On passe au co-main event avec le champion bantamweight, la machine Merab Dvalishvili, qui va être opposé à Cory Sandhagen. Merab, c'est 20 victoires pour 4 défaites, 13 victoires d'affilée à l'UFC, 2 défenses de titre. Il est top 3, pound for pound, 3e a priori, selon les classements, selon un espèce de consensus, en tout cas.
Il a battu Sean O'Malley 2 fois, il a battu Nurmagomedov, il a battu Henry Cejudo, il a battu Petr Yan, José Aldo, Marlon Moraes notamment. On connaît son style, c'est un mec qui va te mettre la pression de la première à la dernière seconde. Il est capable de gagner beaucoup par décision, il l'a fait. Il a réussi plus de 2300 coups. Il a le record de takedown réussi dans la catégorie avec 84. Il a 1h22 de contrôle. C'est-à-dire que tu regardes un épisode de Breaking Bad, tu finis l'épisode, il est encore en train de te contrôler. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Merab, tout ce que tu as souligné, est-ce que c'est le champion actuellement le plus dominant qu'on ait à l'UFC, les gars? Il y a Pantoja. Hein. Pantoja, je vous pose la question, les gars. Vous pensez que Pantoja est plus dominant que lui? Pantoja, pour moi, est plus dominant que Dvalishvili. Ouais. Et ça n'enlève rien. Ça ne veut pas dire que la dominance est moyenne. Hein. Ils dominent tous les deux vraiment. C'est juste, personne ne respecte Pantoja. Il n'est pas dans. Il est fini par monter. Ouais. Il est fini par monter. Bon, après, pas mal de défense de titre quand même. Ouais. Pantoja, je crois qu'il a 5 défenses de titre. Ça va être la 3e défense de Merab. Ouais. Et si on compte pas Volkanovski, si on reprend comme c'est un nouveau champion, si on considère comme nouveau champion, c'est le champion avec la 2e plus. Voilà, cette phrase ça va être compliquée. Hein. Mais bref, c'est le 2e champion avec le plus de défense de titre. Exactement. Et dans la catégorie. Pantoja, quand même. Oui, dans la catégorie. Ouais, non, mais je suis d'accord. Pantoja, c'est vrai que c'est un très très bon champion et c'est un champion très dominant. Dans la catégorie en bantamweight, il y a son coéquipier, hein, son meilleur pote Aljamain Sterling, qui a eu 3 défenses de titre. C'est le record, c'est TJ Dillashaw qui a 5 combats pour le titre en tout cas 5 victoires dans un combat pour un titre. Clairement, et on connaît tous le style de Merab Dvalishvili, on n'a pas besoin de revenir en long, large, en travers dessus. Il va te rentrer dedans, il va te mettre la pression, il va te lutter, il va te fatiguer, il va rigoler en plus en le faisant. Ma question elle est simple, et ensuite on viendra à ce que Cory Sandhagen apporte sur la table. Yacine, si Merab Dvalishvili remporte ce combat contre Cory Sandhagen, est-ce qu'il y a encore un intérêt à ce qu'il reste dans cette catégorie des bantamweight? Oui, moi il y a un intérêt clairement, c'est que j'ai envie de voir un rematch avec Umar Nurmagomedov. Très clairement, j'ai envie de voir ce rematch. Je trouve que les gens ont été un petit peu durs, tu vois, dans ce premier fight avec Umar. Ça se joue pas à grand chose, tu vois, ça se joue à beaucoup moins que ce que les gens imaginent. Ouais. Donc évidemment que après, si là il domine Cory Sandhagen, et il va dominer Cory Sandhagen, je le pense. Mm-hmm. Après ça, si vraiment il réussit à battre une nouvelle fois Umar Nurmagomedov, je pense là en effet qu'il aura plus grand chose à faire dans cette catégorie, parce que son CV, tu vois, moi je voulais rebondir, j'ai très vite dit Pantoja. Alors oui, j'ai envie de mettre du crédit sur Pantoja, tu vois, en termes de domination, mais le CV de Merab chez les bantamweight, les gars, c'est quelque chose. Hein. Il est terrifiant. José Aldo, après il prend qui? Il prend Cejudo ou Petr Yan direct après? Il prend Yan, Cejudo, O'Malley, Umar, ensuite encore O'Malley. Ouais. Et cette fois-ci, il le termine. Donc là, t'imagines, ensuite, il prend Cory. Si après ça, il reprend Umar et il le bat, peut-être que la suite, justement, serait éventuellement une montée de catégorie pour Pantoja. Moi, c'est le fight que j'ai un peu envie de voir, tu vois. Le Pantoja. Tu verrais plus Pantoja monter pour. J'aimerais bien voir Pantoja monter pour apporter une nouvelle adversité, justement, à Merab. Mais est-ce que Merab n'aura pas mérité, lui, son super fight contre le champion contre Volk? Ouais. Si, complètement, mais c'est un match-up qui est un peu moins excitant. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Peut-être qu'il y a un cap quand même qui est assez haut. Volkanovski, comme il a dominé Diego Lopez, peut-être que ce serait pas le bon match-up d'affronter Volk. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je pense qu'il peut être un bon danger pour Volkanovski avec son style très compliqué à gérer, très particulier, même si Volkanovski, attention, il a montré contre Diego Lopez justement que c'était quelqu'un. Il y a un gap physique quand même. Hein. Même s'il est petit de taille, Volkanovski, c'est bon. Ah, mais il est large. T'as déjà couvert une. Ouais, j'ai vu. Je les ai vus. Il est pas hyper grand en plus. Les deux, je les ai vus. C'est pas le même gabarit. Ouais, il est pas. Alors certes, Volkanovski, tu le disais, est petit de taille, mais c'est pas le même gabarit. On rappelle, un ancien rugbyman, 90 kilos, etc.
Il a combattu en middleweight, je crois. C'est Complètement, en gabarit, c'est quelque chose. Face à Merab Dvalishvili, il y aura Cory Sandhagen, c'est un routier de la catégorie, il est là depuis pas mal de temps, ancien coéquipier notamment de TJ Dillashaw, 18 victoires pour 5 défaites. Il avait perdu contre Umar Nurmagomedov dans une espèce de demi-finale justement pour le titre. Umar est parti derrière perdre contre Merab. Ensuite, lui, il a battu Deiveson Figueiredo, Cory Sandhagen, en lui faisant exploser son genou. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça d'ailleurs ces derniers temps. Ce qui fait qu'il s'est acheté cette chance pour le titre et de façon relativement claire. Je pense que c'est mérité pour lui. C'est un striker imprévisible, athlétique, qui a une belle boxe, qui a une belle utilisation des jambes. Et puis cette arme-là, justement, qu'on lui connaît, d'aller sur le grappling, faire exploser un petit peu les genoux des gens. Bah, il a essayé mais il l'a fait pas mal de fois déjà, mais on sous-estime un peu le grappling de Cory Sandhagen. Après, je suis aussi d'accord avec elle, je préfère le dire tout de suite, je vois pas ce qu'il peut faire à Merab. Oui, peut-être, vas-y, on va lui exploser le genou, mais vraiment, je vois pas Merab perdre sur ce combat-là. Il y a la dangerosité du grappling, mais je vois pas comment il n'a pas réussi à le faire contre Umar. Oui, il a défendu Cory Sandhagen, la lutte de Umar, mais Umar a réussi à le mettre au sol. Oui. Umar a réussi à tenter des soumissions, il a réussi à le contrôler. Merab, c'est le même niveau, voire un peu plus fort, et en plus avec plus de puissance et peut-être moins de technique. Donc je vois pas en fait ce que Cory Sandhagen peut apporter dans ce combat-là comme difficulté à Merab. Je sais pas ce que t'en penses, Yas, mais je vois pas. En fait, Merab, il a un chemin de toute façon. Tu vois, Umar, c'est un gars qui peut aller te chercher un highlight, bien qu'il te domine, en fait, ouais, il peut aller chercher ce petit move où il va se faire plaisir, etc. avec ses jambes. Comme il a fait de la taille en plus. Merab, c'est un bras envoyé au vent comme ça pour faire genre, mais il pourrait ne pas l'envoyer, ce serait pareil, et puis il plonge dans tes jambes. Et il s'en fout de toute manière que tu te relèves ou pas, parce que ses adversaires souvent arrivent à se relever finalement. Oui. Mais il replonge direct. Mais il va replonger. En fait, c'est le pire. C'est ce qui est pire d'ailleurs. C'est ce que je pense, hein, moi, dans son style personnellement, pour ma petite expérience du grappling, ce qui me saoule le plus, c'est pas spécialement qu'on me contrôle sur des longues périodes, en fait, au sol. C'est qu'on me fasse travailler. C'est qu'on me fasse beaucoup travailler, me faire relever, me faire. C'est épuisant. Ça, non. Ça, par contre, là, ok, c'est bon, t'as gagné, laisse-moi aller prendre ma douche, et je vais aller faire autre chose de ma vie, tu vois. Ça, c'est vraiment difficile. Maintenant, Cory Sandhagen, c'est quelqu'un qui a prouvé qu'il était capable de timer des choses, notamment au genou sauté, notamment avec ses coudes, avec sa high kick. Il est capable, avec son striking un petit peu comme tous ces mecs-là du Colorado, là, TJ Dillashaw à l'époque, et tous ceux qui ont travaillé avec Duane Ludwig, qui ont ce striking un petit peu imprévisible, un petit peu délicat, un footwork un peu particulier qu'on peut qualifier parfois de génie, mais moi je qualifierais d'un petit peu bizarre, mais qui fonctionne, en tout cas qui fonctionne pour eux. Donc, mais vous avez quand même assez catégorique tous les deux sur le fait que vous voyez pas ça arriver, quoi. Je vois pas du tout ça arriver. Après, c'est vrai que la position dans laquelle il brise le genou de Figueiredo, du coup, c'était ce qui s'appelle le 50-50. Oui. Il en parle. Et lui, il attendait que la réaction de Figueiredo en fait, pour voir si c'est limite Figueiredo qui se brise le genou tout seul. En fait, tu vois. Donc, quand tu sais pas faire le 50-50, tu le payes cash. Et c'est vrai qu'il a un style très bizarre, ne serait-ce que par son physique déjà. Il a une allure assez étrange. Après, c'est un gars qui, pour le coup, n'abandonne jamais. Hein. Ah non, pour le coup, oui. Non, je pense qu'on pense tous à la même scène. L'insoumettable Cory Sandhagen. Ouais. À part sur un étranglement, je vois pas Merab le terminer en fait. Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, il arrive dans ce combat en étant très underdog. Hein. Je vais pas regarder les cotes, mais. Ah non, mais je regardais les cotes juste avant d'enregistrer. En cote française, il est coté à 4. Proche de 4, donc c'est 3,80, 3,70. Explique ça en termes footballistiques. Les gars, c'est un pari. Dis pas OM, hein, parce que. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Mais récemment, l'OM a montré que. C'est un pari Nantes. Ouh, Yacine, on te cherche. Okay. Je sens qu'on te cherche. C'est un pari Nantes. Et voilà, pour teaser aussi, c'est exactement la même, pratiquement la même cote à Spinalgan. Exactement. On en parle beaucoup et on en parle dans le film qui arrive très bientôt d'ailleurs.
Oui, exprime-toi, Yacine, vas-y. Hein. Ah, mais Cyril gagne côté A4, mais Cyril gagne qui va quand même gagner. Donc, Oh, vous inquiétez pas, on va vous faire une preview Aspinall Gann aux petits oignons. On parlera bien de tout ça et on va vous faire ça correctement et très bientôt. Vous inquiétez pas pour ça. on aura les bons mots. Le débat fait rage dans la rédaction, sachez-le, donc ça va être très intéressant d'en discuter en tout cas. Clairement, ouais, je pense c'est le favori de tout le monde. Comment vous voyez cette affaire se passer entre Dvalishvili et Sandhagen? Si je vous demande votre pronostic. Moi, je vois bien Merab continuer sur la même lancée justement que le dernier combat. Je pense qu'il peut, il a atteint justement cette sphère-là où il peut réussir à terminer ses adversaires par un étranglement. Je vois bien un finish, une soumission round 4. Alors, moi, ce que je vois, c'est un nouveau record pour Merab. Donc oui, le record de takedown, ça va dépasser les 100, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il gagne à la décision unanime et ça serait la 13e victoire par décision unanime à l'UFC, record absolu. Ouais, là, je pense qu'on est sur des temps de contrôle presque éternels. Je pense aussi que Merab va gagner et je pense qu'il va soumettre aussi Cory Sandhagen. Je pense qu'il va le soumettre, je vais dire 3e pour pas dire la même chose que Yacine. Voilà. Il va le soumettre dans la 3e reprise. On termine juste très rapidement avec les autres combats qui sont sur la main card. On en a parlé tout à l'heure, Jiri Prochazka qui va affronter Khalid Rountree Jr. Donc on a le style Muay Thai contre le style n'importe quoi Thai. Ninja. C'est comme ça que je l'appelle, style ninja. Je crois qu'il vient d'obtenir son diplôme en self-défense. Diplôme self-défense, ouais. Quelque chose comme ça, Jiri Prochazka. Donc je sais pas s'il s'est préparé encore dans une cabane dans la colline. C'est enfermé 3 jours sans manger. Dans le noir, Prochazka, mais bon. En tout cas, ça va être un combat qui devrait être fun. Moi, je pense. Et je pense qu'à ce petit jeu de combat fun, Rountree va tirer son épingle du jeu et qui gagnera. Pour rappel, les deux ont battu Jamal Hill dans leurs derniers combats respectifs. Ce qui prouve que devenir champion, c'est pas tout. Hein. Non. Oui, ce qui prouve aussi que Jamal Hill est peut-être le champion, le moins bon champion de l'histoire de l'UFC. De l'histoire, carrément. De l'histoire. Faudra qu'on fasse une émission là-dessus un jour. ça va être pas mal. Mais voilà, le but de toute façon, ça va être probablement de faire une perf qui leur garantit un title shot parce qu'elle menace Carlos Ulberg justement derrière. Ouais, très clairement, il y a la menace Carlos Ulberg. On ne sait plus trop au final qui est en position, qui est vraiment en demi-finale pour obtenir ce combat. Parce que Jiri, même s'il gagne, j'ai envie de te dire, t'as été mis KO 2 fois. Ouais. Est-ce qu'on va te donner, comment l'UFC va vraiment vendre une trilogie dans laquelle il y a déjà 2-0 et 2 fois où tu t'es fait éteindre. Ah, il s'est pas fait atteindre. Ouais, mais c'est différent, tu vois. Poirier Holloway, c'était un combat quand ils avaient 20 et 23 ans, tu vois, à leur début. Un combat pour une ceinture intérimaire où ils étaient vraiment bien plus forts. Et là, tu vois, on a un Holloway Prime et un Poirier en fin de carrière. Ouais. C'est différent, tu vois. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que moi, je pense que c'est Carlos Ulberg qui aura le title shot. Je pense que le vainqueur de Prochazka, il prendra le vainqueur du... Comment dirais-je ? Le perdant du combat. Le perdant, pardon, du combat. Et puis l'autre perdra l'autre perdant. Je pensais aussi à Carlos Ulberg pour un autre aspect aussi qu'on n'évoque pas souvent. Mais... mine de rien, Volkanovski, il lui reste plus très longtemps. Ah, il faut quelqu'un là-bas. Ouais, il lui reste plus très longtemps. On a Jack Della Maddalena qui, à mon avis, l'UFC voit beaucoup Islam Makhachev devenir champion, comme à peu près nous tous. Et si tu as Volkanovski qui disparaît dans 2-3 combats, que tu as Della Maddalena qui déjà n'est pas un combattant qui dispose d'une grosse notoriété, bien qu'il soit champion, il te faut quelqu'un pour ton marché en Océanie, tu vois. Ouais. Donc, moi j'y crois. Je pense qu'en plus il est très marketable, hein, le beau gosse, compagnie, tout ça. Je vous invite à aller lire, si vous l'avez pas lu, l'article de Romain Duchâteau sur le site RMC Sport, qui retrace toute la vie et la carrière de Carlos Ulberg, qui est super intéressant à lire, super lecture. Donc voilà, moi je pense que sur ce combat-là, en tout cas, Rountree va gagner. Il restera aussi un combat en middleweight entre Abou Soufiane Magomedov et Joe Pyfer, l'américain qui a peut-être un petit peu... qui incarne un petit peu les espoirs américains, non ? Non, mais il est bien ce combat, parce que Joe Pyfer, il s'était confronté au top 10 avec Hermansson. Il a un peu... il a pris une douche froide parce qu'il pensait vraiment remporter ce combat. Ça a été compliqué pour lui. On lui donne Magomedov qui est
potentiellement le numéro 20, 21, 22, avant de lui redonner une chance contre l'Opta 10. Essaye de le faire monter quoi qu'il. En plus, il mettait des finishes dans les premiers rounds. Donc, ils attendaient un peu ce renouveau dans la catégorie des 84. On lui donne un Magomedov, il y a une carrière un petit peu en dents de scie. Donc, je pense qu'on fait ça pour que Pfeiffer construise petit à petit sa carrière, quoi. Ouais, je pense aussi. C'est vrai qu'on a un Magomedov qui est pas au top. Ouais. Je pense que c'est un combat qui est bien arrangé pour Pfeiffer. Ouais. Bon, en tout cas, il y a une autre opposition, cette main card qui m'intéresse beaucoup, moi. C'est le combat entre Josh Emmett, et qui est Hank Schroeder de Breaking Bad, contre Youssef Zalal. Mon poulain. Ah, le poulain d'Yacine. Youssef Zalal qui a une belle histoire parce que sa première partie de carrière à l'UFC se passe super mal. Il va se refaire les dents sur le circuit régional et il revient en mode tueur parce que cette fois-ci, il a réussi à trouver son style, à trouver ce qu'il est capable de faire dans la cage. Ça donne un combattant redoutable qui est à la fois capable de gérer ses combats, de les gagner de façon technique, de se mettre hors de danger, mais qui à la fois aussi est capable d'être impactant. Il est à 4-0 depuis son retour en mars 2024. Là, et puis grandit un peu plus face à un Emmett. Je pense que Josh Emmett, c'est un petit peu les Dan Anderson. Je pense que même à 74 ans, si tu mets une patate sur le parking d'un supermarché, tu te mets KO. Moi, je pense. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de ce combat-là ? Est-ce que Youssef Zalal est capable de le faire, ton poulain ? Mon poulain, bien sûr qu'il est capable de le faire et il va le faire totalement. Il est capable il est capable à la fois de finir et à la fois de gérer ses combats. Tu vois, depuis son retour en 4-0, il est à 2 ou 3 finishes sur les 4. Et à l'inverse aussi, on a le combat contre Calvin Kattar, où il gagne confortablement les 2 premiers rounds. Et on est dans une cage un peu plus petite parce qu'on est dans l'Apex. Le 3e round, beaucoup l'ont trouvé assez chiant à regarder parce que Youssef fait quasiment que tourner. Mais c'est de la gestion de combat. Il n'a pas de raison pour moi à ce moment-là, tu vois, de se jeter dans la gueule du loup et de prendre des risques bêtement. Il gère son combat, il assure ses arrières et il obtient un meilleur fight derrière parce qu'il est sur du vert et parce qu'il continue de monter. Et en plus de ça, c'est un gars qui a aussi compris comment fonctionnait le marché. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé des fighting nerds et de leur présence un peu dans tout l'écosystème UFC, se déplacer, aller à Vegas, regarder les pay-per-view, faire les animations un peu en parallèle pendant les Fight Week. Lui, toutes les Fight Week à l'UFC, il est toujours là. C'est le genre de gars que vous voyez tout le temps. C'est un peu comme Moreno fut d'un temps. Donc pour moi, il a très clairement les armes et tous les outils pour gagner ce combat et puis ensuite aller réclamer quelqu'un de mieux classé. Ce monsieur est-il objectif ? Non. Mais pourtant, je suis d'accord avec lui, mais il n'est pas objectif. Ok, moi je pense aussi, Youssef Zalal, je pense aussi. Non, je suis complètement d'accord avec ce que dit Yass. Hein. Il pourrait même chercher le finish sur Josh Emmett. Il peut aller chercher à le soumettre. Il y a juste cette menace du KO, surtout qu'il y a le highlight Brice Mitchell qui, je pense, sera toujours dans les têtes de tous les adversaires de Josh Emmett. Mais comme il le disait, il sait gérer un combat. Donc, je vois pas de grosses difficultés à part cette menace du KO. Tu prends un nom dans la catégorie et un nom qui a passé son momentum en fait, de carrière. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment un cocktail qui est complètement bénéf en fait, pour Youssef Zalal. Tu es sur une main card d'un des plus gros UFC numérotés de l'année à Las Vegas. Tous les projecteurs seront là. Donc, parfait pour Youssef Zalal. Écoutez, je pense qu'on a été complet, les gars. Vous avez quelque chose à rajouter sur ça ? Absolument rien. Tout est clair, je pense. Non, t'as été parfait dans le conduit. Ah écoute, impeccable, on essaye. Écoutez, merci beaucoup et puis merci à vous d'avoir été avec nous pour ce Fighter Club. On vous a servi tous les éléments pour être avec nous dès ce samedi, dès minuit, dans la nuit de samedi à dimanche. Dès minuit, on sera en prise d'antenne, en plateau comme d'habitude pour vous faire vivre cette UFC 320. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Parlez-en à votre maître nageur, parlez-en aux pompiers de la ville, parlez-en à votre maire aussi, au maire de la ville, c'est important, et à son adjoint au sport. Et à bientôt pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Ciao les gars. Ciao. RMC Fighters Club.